Les possesseurs japonais de PC Engine n'en étaient certainement pas conscients. Le 29 octobre 1993, ils étaient pourtant les destinataires privilégiés d'un épisode longtemps resté exclusif à leur marché, devenant ainsi en Occident une source de fantasmes pour les uns et de fierté pour les autres. Akumajo Dracula X Chino Rondo, alias Castlevania Rondo of Blood, n'est pas un épisode comme les autres. Idolâtré par les initiés pour ses qualités intrinsèques, mais aussi par les collectionneurs, du fait de sa relative rareté et de son prix. Réalisé par Tolo Hayihara, connu pour son travail sur Castlevania 2, Rondo of Blood est à première vue un épisode classique, incorporant des éléments des premiers Castlevania dans un format plateforme action. Il innovait pourtant avec ses stages à chemins multiples, affectant à la fois les environnements, les monstres et les boss rencontrés, en introduisant aussi un système d'attaque spéciale au travers des armes secondaires. Mais ce sont bien d'autres raisons encore qui lui valent sa réputation flatteuse. A ma connaissance, seul le magazine Joypad l'avait testé en France. Sa sortie, relativement tardive sur PC Engine, n'avait pas entamé l'enthousiasme de TSR. On se régale à découvrir les nombreux niveaux de ce jeu et la tonne de décors différents. De plus, Dracula X est un jeu non linéaire, puisque chaque niveau propose plusieurs chemins pour poursuivre votre aventure. Un régal pour tous ceux qui pourront se le procurer dans les boutiques d'import. Mon parcours avec Rondo of Blood est probablement représentatif des joueurs qui ne possédaient pas la PC Engine à sa sortie. C'est d'abord au travers de l'émulation que j'ai pu le tâter pour la première fois, avant de mettre la main sur cette galette à la fin des années 2000. À un prix qu'il est préférable de taire, même pour l'époque. Suite à l'acquisition récente d'une DuoR, je suis enfin en capacité d'y jouer dans les meilleures conditions. Je n'ai donc désormais plus d'excuses pour ne pas vous le présenter. Bonsoir, chers camarades, on s'attaque aujourd'hui à l'un des monuments du jeu vidéo. Le genre de jeu qu'il faut aborder la main tremblante, tant ils sont devenus adulés et respectés auprès de notre formidable communauté de rétro gamers. Et donc ça commence très fort avec cette intro qui a marqué, je pense, beaucoup de monde à l'époque. C'est l'une des introductions les plus marquantes des années 90 à mon sens. Son aspect morbide, l'utilisation de l'allemand, le découpage. C'est une vraie réussite qui va installer une atmosphère pesante dans un style différent de celui de Super Castlevania 4, mais tout aussi réussi. En revanche, bon, c'est un détail, mais je déplore qu'on ne puisse pas passer les cinématiques. En tout cas, la première fois qu'on les voit, une fois que l'on a fini le jeu, qu'on a sauvegardé, on pourra les passer. Mais c'est un détail. Alors, dans cette introduction, on vous explique en gros que le bien est régulièrement attaqué par le mal, le bien étant vu comme une forme de dégénérescence et que une nouvelle fois, on tente de ressusciter, ou plutôt on ressuscite Dracula, le comte Dracula, au travers d'un pacte diabolique. Donc là, vous voyez, je vais rentrer mon nom. Alors oui, je précise, hein, c'est une run commentée en post-production. Voilà, donc on commence depuis le début avec un nouveau passage marquant. Alors d'abord, on a droit à une nouvelle introduction où là, on va nous présenter le nouveau protagoniste de cet épisode, Richter Belmont, qui est probablement l'un des Belmonts les plus puissants, puisque, on en discutera, il possède des pouvoirs magiques. Il peut invoquer en quelque sorte des pouvoirs au travers de ses armes secondaires. Là, on voit Annette, qui est sa protégée, qui a été kidnappée par l'un des stipendiés de Dracula.
Donc Richter Belmont, qui est le nouvel héritier du fouet Vampire Killer, se rend au château pour délivrer Annette. Bah, c'est l'une de ses missions, mais la mission principale, c'est quand même de se débarrasser une nouvelle fois du comte Dracula. Et là, on va aborder une des séquences les plus marquantes du jeu. En tout cas, ça m'avait fortement impressionné à l'époque, ne serait-ce que l'animation, regardez, du cheval, c'est magnifique. Alors c'est une séquence que l'on retrouvera dans Symphony of the Night, dans un autre contexte. De toute façon, hein, vous le savez, Symphony of the Night est la suite directe de Rondo of Blood. C'est d'ailleurs pour ça qu'on démarre à la fin de ce dernier dans Symphony of the Night. Donc là, on se retrouve face à la mort pour un combat très rapide. Voilà, c'est une sorte de comité d'accueil de sa part. Et là, vous voyez l'une des nouveautés de cet épisode au travers du saut périlleux arrière, mais on en discutera. Donc séquence introductive magnifique qui donne le ton, qui est agrémentée, vous le voyez, de voix digites. Nous sommes sur PC Engine Super CD-ROM 2, donc ça ne rigole plus évidemment. Nous parlerons également de ses musiques, chaque chose en son temps. Mais admirez-moi d'abord ce décor de ville sous les flammes. Alors le saviez-vous, il s'agit de l'une des villes de Simon's Quest. Et ce va apparaître un peu plus évident. Regardez, là c'est quasiment au pixel près le village dans lequel on débute dans Simon's Quest. Donc c'est un passage qui permet de se familiariser avec les contrôles, hein, très clairement. Et puis surtout d'admirer les qualités graphiques de ce titre. Alors je l'ai dit en introduction, cet épisode est longtemps resté inaccessible à la plupart des joueurs, dont moi, à cause notamment de la relative confidentialité du système. Je rappelle que nous sommes sur PC Engine Super CD-ROM 2, un support qui est pas forcément très grand public, et qui n'était déjà pas à sa sortie, en France tout du moins. Donc, oui, ce n'est pas sans émotion que je vous présente ce titre aujourd'hui, hein. Honnêtement, ça fait longtemps que j'y pensais, que j'espérais pouvoir le faire, même si je suis bien conscient que je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Mais admirez-moi ce décor, c'est tout simplement splendide. Au-delà même des qualités techniques, c'est la direction artistique, hein, dans son ensemble de ce jeu qui est admirable. Clairement, Konami voulait nous en mettre plein la vue avec ce Rondo of Blood. Et dès l'introduction. On retrouvera d'ailleurs une partie de ce stage dans Vampire's Kiss, hein, sur Super Famicom. Mais c'est un autre sujet. Donc la run que vous allez voir suit le chemin principal. Il s'agit de l'intrigue principale, mais comme vous le savez, le titre propose des chemins alternatifs dont nous allons parler un peu plus tard, et que j'essaierai de vous montrer en incrustation. Donc là, nous avons affaire au premier boss, tout simplement, qui est d'une facilité évangélique. Il suffira de lui balancer des haches. Voilà, il faudra juste prendre garde à ce qu'il ne vous agrippe pas. Et esquiver ses attaques enflammées, mais rien de bien méchant. Alors sachez d'ailleurs que si vous ne perdez pas de vie au cours d'un stage, eh bien vous gagnez un bonus et une vie supplémentaire. C'est bon à savoir. Ça permet de faire le plein de vie dès le départ. Voilà. Là vous voyez d'ailleurs une autre nouveauté du jeu. Mais on va y venir. Donc pour commencer, les amis, j'aimerais vous parler de ces graphismes. Qui rappellent un petit peu, je ne sais pas si vous êtes d'accord, le Castlevania de la Mega Drive sur le plan des couleurs et du pixel art. Je trouve qu'ils sont dans l'ensemble moins colorés que ceux de Super Castlevania 4, mais d'un point de vue la direction artistique, je trouve les couleurs bien mieux choisies. En tout cas de meilleur goût. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
c'est plus fin. Globalement, le pixel art est plus fin, plus subtil, avec un grain qui lui donne un charme très particulier encore aujourd'hui. Alors certains passages vont clairement sortir du lot. Alors je pense à celui-là dans la cour, avec des éclairs, il est magnifique. Je pense à celui de la ville enflammée, on l'a vu. Et je pense aussi, et peut-être surtout, au stage du bateau hanté, qui est particulièrement soigné, on le verra. Le passage obligé de tous les Castlevania, l'entrée du château. Cette fois-ci avec des compositions de bleu, violette, que je trouve assez réussi. C'est un peu particulier, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le choix des couleurs d'une manière générale dans Rondo of Blood. Cela dit, on trouve aussi des passages plus dépouillés, un peu plus ternes, mais ils sont finalement peu nombreux, je trouve. Le design des ennemis, ça je le soulignerai tout au long de la run, notamment celui des boss, est particulièrement soigné. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est l'une des forces, d'un point de vue graphique en tout cas, de ce Rondo of Blood. Ils sont en général repris des anciens épisodes, mais en plus classe et en mieux animé. Alors, séquence marquante aussi, quand on se fait pourchasser par le Minotaure, ça met la pression, sachant que peut facilement vous faire tomber, et que, grande nouveauté de cet épisode, lorsque vous tombez dans le vide, eh bien, vous n'allez pas perdre une vie, mais vous allez atterrir dans l'étage du bas. Alors, s'il existe, bien sûr, je vous mettrai une incrustation. C'est-à-dire que concrètement, lorsque vous ratez un saut et que vous tombez dans le vide, vous ne serez pas toujours sanctionné par la mort. Voilà. Là encore, passage culte de la série. Là, il va falloir pas trop traîner, parce qu'on peut vite être débordé par les ennemis aquatiques. Et là, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais j'ai récupéré une clé qui va me permettre de délivrer la première prisonnière du château, qui n'est autre que Maria. Alors, qui est Maria ? Qui est Maria ? Eh bien, c'est l'un des personnages, c'est le deuxième personnage jouable de Rondo of Blood. Je sais pas si je l'ai dit, mais Richter doit sauver 4 personnes, dont Maria. Et donc on la découvre au travers d'une séquence qui est d'une niaiserie. Alors je sais pas comment aborder ça en fait. Est-ce que c'est du second degré ? Est-ce que c'est sérieux ? Mais moi c'est le genre de séquence en fait qui me fait sortir du jeu. C'est complètement décalé en fait avec l'univers et l'atmosphère de Castlevania. Et ne serait-ce que l'intro. Alors oui, c'est rigolo de cette façon, mais... Alors en plus, je comprends un peu les paroles, c'est une niaiserie incroyable. Alors en plus, bon j'ai déjà dit, mais on ne peut pas passer les séquences animées. Donc on est obligé de se retaper ça à chaque fois. On va devenir amis tous les deux. Hein? Bon. Donc peu importe, tout ça pour vous dire que c'est un personnage jouable qu'on pourra incarner après avoir fini le jeu et qui est assez intéressante parce que elle propose une physique, des coups et des facultés spécifiques. Voilà. Alors du coup, je l'ai délivré, je vais pouvoir revenir dans le cours du jeu. Je vais vite remonter, vous allez voir. Je vais pas m'embêter, je vais pas réveiller. Enfin si, je vais le réveiller, mais je vais m'enfuir. Et puis là, on aborde donc le boss numéro 2 qui est très intéressant. Et là, j'aimerais vous parler des boss. Parce que les boss de Rondo of Blood sont admirablement bien conçus. Ils sont malins, ils sont surprenants, ils ont des patterns variés. Bref, ils sont plaisants à étudier et à combattre. Et franchement, qu'on est loin de Super Castlevania 4 avec ses boss au cuit de moule, qu'il suffit de bourriner pour gagner.
Donc vraiment, félicitations. Rarement j'ai pris autant de plaisir à combattre des boss que dans Rondo of Blood. Et là, c'en est une très bonne illustration. Je trouve que c'est l'un des plus réussis. C'est d'ailleurs l'un des boss, je trouve, les plus difficiles de tout le jeu. Même si on le rencontre assez rapidement, dès le stage 2. Alors vous allez voir que je vais utiliser ce qu'on appelle un item crash, qui n'est autre qu'une sorte de furie, voilà, que l'on peut déclencher à l'aide des armes secondaires en appuyant tout simplement sur Select. Donc la plupart vont tout nettoyer à l'écran, tout ce qui est à l'écran, sauf lorsque vous n'avez pas d'item, ce qui est mon cas. Là je n'ai pas d'armes secondaires, donc du coup ça va tout simplement générer un coup de fouet enflammé. Donc ils sont très puissants, ils utilisent de 10 à 30 cœurs selon l'arme secondaire. Et honnêtement, il faut pas les négliger parce que pour certains boss, c'est quasiment indispensable. Enfin, quasiment indispensable, en tout cas si on les connaît pas très bien. Autre spécificité de cet épisode, vous ne perdez pas vos cœurs à la fin de chaque stage. Donc ça veut dire que les cœurs prennent une dimension stratégique encore plus importante qu'avant à mon sens. Voilà. Donc, oui, je voulais vous parler des animations. Parce que, effectivement, je trouve qu'il y a une étape supplémentaire qui a été franchie avec Rondo of Blood, et notamment chez les boss. Là, on l'a vu. Ils sont super bien animés, et ça leur donne de la personnalité et du charisme même. Et ça, on le verra. Alors, tous les boss ne sont pas logés à la même enseigne de ce point de vue-là, mais j'ai vraiment apprécié l'identité des boss. Alors, on peut aussi parler des patterns. J'ai parlé des boss, mais il y a aussi les PNJ de base, et honnêtement, je les trouve également très bien codés. Globalement, il y a toujours en fait un petit challenge lorsque l'on découvre un nouveau PNJ. Ils sont pas tous frustrants, ils sont pas tous difficiles, loin de là. Mais en règle générale, quand vous découvrez un nouveau PNJ dans Rondo of Blood, eh bien il faudra vous méfier. C'est souvent surprenant. Donc là encore, un grand bravo. Rien n'a été laissé au hasard de ce point de vue-là. Là, on passe dans la chapelle. L'une des séquences les plus belles de tout le jeu avec la musique. Je ne vais pas parler des musiques, parlons des musiques bien sûr. La bande son. Une autre qualité que l'on reconnaît communément à ce titre, eh ben, elles sont splendides. Voilà, ne tournons pas autour du pot. Alors, c'est drôle parce que, pour être honnête, quand je les écoutais à part, sans jouer au jeu, je les trouvais sympas, mais sans plus. Je les trouvais belles, propres, mais je trouvais qu'elles manquaient de personnalité. Peut-être aussi parce que il s'agit souvent de remix d'anciens thèmes, mais il n'y a pas que ça. Mais une fois dans le jeu, manette en main, plongé au cœur de l'action, eh ben ça claque. Franchement, ça claque pour deux raisons, je dirais. Déjà, se marie parfaitement avec les niveaux. Là, typiquement, là, ce thème-là va très bien avec ce stage-là. Elles n'ont pas été sélectionnées au hasard. Et de deux, leur qualité est ouf. Je parle de la qualité de production. Alors vous allez me dire, c'est de la qualité CD. Oui, mais qui dit qualité CD ne dit pas forcément bon mixage ou bonne production. Là, on sent que il y a des moyens. Les musiques sont puissantes, enveloppantes, mais raffinées. Voilà, si je devais les qualifier. Donc c'est du très très lourd. Et j'ai pu m'y essayer avec un casque, honnêtement. J'insiste sur la notion de qualité de production. Donc là, vous voyez, on a... C'est pas un mini-boss, mais c'est un PNJ qui est particulièrement retors. Ouais, c'est là où je parlais, vous voyez, des patterns intéressants. Le moindre ennemi dans ce jeu a des patterns intéressants. Alors on va récupérer une petite vie, une petite santé, pardon. Alors, est-ce que je vous ai parlé? Oui, je vous ai parlé des étages. Donc là, on a un bon exemple puisque si vous tombez dans le vide ici, eh bien vous allez atterrir dans l'étage du bas, qui est, et je pense que c'est globalement le cas, plus difficile.
C'est-à-dire vous êtes sanctionné non pas par la perte d'une vie, comme je l'ai dit, mais par un rétrogradage en quelque sorte. Et vous allez vous en prendre plein la gueule. Donc ça aussi, je trouve que ça donne beaucoup de modernité à ce titre, et ça l'inscrit dans la lignée de Symphony of the Night. Symphony of the Night, pareil, en général, quand vous tombiez, vous ne parliez pas de vie. Magnifique décor également. Alors là, intéressant. On va aborder un embranchement. Donc si jamais je monte à l'aide de l'ascenseur, eh bien je vais affronter un boss alternatif que vous devez voir à l'écran en incrustation et qui va me mener à un stage alternatif également, que je vais également vous montrer et qui est par ailleurs très intéressant et très bien construit avec une séquence en radeau qui est littéralement géniale. Donc je vais pas trop vous en montrer, concentrons-nous sur le chemin principal et donc à ce boss qui est une sorte de minotaure. Alors il est pas bien difficile celui-là, mais quand même il y a du challenge quand on le connaît pas la première fois, on se fait toujours avoir bien sûr. Voilà, il y a pas mal d'attaques différentes. Alors l'une des particularités aussi, un truc que j'adore dans les boss de Rondo of Blood, c'est que avant de mourir, ils essayent toujours, ils vous font une petite attaque bien fourbe pour essayer de vous amener avec eux en enfer. Donc il faut toujours prendre garde jusqu'au dernier moment, parce que on n'est jamais à l'abri d'une attaque et d'un coup de poignard dans le dos en quelque sorte. Donc là vous voyez, hop, j'utilise un petit peu le salto arrière. Alors allez, écoutez, parlons du gameplay maintenant parce que c'est quand même du lourd. Rappel des faits. Rondo of Blood est sorti environ 2 ans après Super Castlevania 4. Et c'est vrai, soyons honnêtes, on aurait pu penser qu'il allait reprendre les bases de son gameplay. Je pense évidemment au fouet multidirectionnel, je pense évidemment au grappin, et de manière générale à sa souplesse, parce que c'est vrai que Super Castlevania 4, je l'ai dit dans mon test, c'est un jeu hyper agréable à jouer, hyper souple. Un exemple tout bête, mais représentatif, dans Rondo of Blood, il n'est plus possible de modifier la trajectoire du personnage en l'air. Une fois le saut engagé, le héros ne peut pas corriger son saut. Donc là, ça nous ramène littéralement à Castlevania 1, 2 et 3. On tombe encore dans le vide quand on n'appuie pas vers le bas pour descendre à l'escalier. Alors c'est rarement un problème, dans Rondo of Blood, certes, mais quand même ça fait chier. On a donc un petit sentiment de retour en arrière. En tout cas à première vue, car en fait le jeu est plus moderne qu'il n'y paraît, et introduit quand même quelques nouveautés, qui fait, à mon sens, évoluer positivement le gameplay. Alors, j'en ai parlé, il y a d'abord le backflip, le salto vers l'arrière. Donc en appuyant 2 fois rapidement sur le bouton de saut, Richter va effectuer un saut périlleux arrière. C'est un mouvement qui va être très utile, 1 pour esquiver les attaques ennemies, et 2 pour accéder à des plateformes. Autre nouveauté, là vous n'allez pas le voir, la marche à reculons. Alors j'utilise très peu, ne serait-ce que jamais, mais dans l'absolu c'est efficace, notamment dans la séquence du pont. Mais on verra plus tard. Donc vous maintenez le bouton d'action enfoncé et vous allez reculer en faisant face aux ennemis. J'ai parlé des items crash, donc les attaques spéciales, c'est aussi ces nouveautés. Et il faut quand même le dire, le jeu a indéniablement gagné en souplesse dans la physique des sauts, quand même, par rapport à Castlevania 1, 2 et 3. N'exagérons pas, c'est quand même globalement souple. On peut sauter dans les escaliers, donc ça c'est très utile, c'est très agréable surtout. Là vous voyez une séquence, un autre exemple de passage alternatif. Là je pouvais soit monter par les escaliers, ou soit passer par cette sorte d'ascenseur. Alors je vous suggère fortement de passer par là. Vous pouvez récupérer une vie notamment. Et en plus c'est moins casse-gueule. Il faudra juste faire gaffe à ces espèces d'ennemis, espèces de serpents. Mais globalement c'est plus facile par là.
Et ça, vous en aurez, mine de rien, vous en aurez 3-4 comme ça, des... C'est pas des stages alternatifs, c'est des passages alternatifs. Il n'y a pas que des stages alternatifs dans ce jeu. Donc c'est quand même notable. J'ai également parlé du fait que lorsqu'on tombe d'un étage dans No Blood, on atterrit dans celui du bas, donc ça c'est nouveau. Donc, le sentiment de régression, en fait, il n'est que illusoire, il est temporaire. C'est la première impression que l'on peut avoir, mais quand on creuse le jeu, et quand on commence à savoir y jouer, eh bien en fait, c'est faux. Rondo of Blood prend une autre direction que celle de Castlevania 4. Elle est différente, mais je dirais pas qu'elle est moins moderne ou qu'elle est moins bonne. Voilà. Bon, après, moi je vous cache pas que dans l'absolu, s'ils avaient mis en plus le fouet multidirectionnel et l'utilisation du grappin, ça aurait été encore mieux. Bon, alors, je vais pas vous mentir non plus. Hein. Bon, bah, voilà, c'est un choix qui a été fait. Ah, très bon exemple de pattern intéressant. Vous voyez ces ennemis là, qui sont... Franchement, la première fois, on s'est toujours défoncé. Et puis, on apprend, on progresse. C'est du die and retry. De toute façon, Rondo of Blood, c'est du die and retry. Pur sucre, mais dans le bon sens du terme. C'est pas un jeu frustrant, globalement. Et d'ailleurs, c'est pas un jeu très difficile. Je dirais qu'il est plus difficile que Super Castlevania 4, mais il est moins difficile que Castlevania 3, par exemple. Voilà. Alors, boss. Là, un boss aussi... qui est intéressant une nouvelle fois parce qu'il faut l'étudier avant de le combattre. On peut pas bourriner, on peut pas s'acharner à donner des coups de fouet, à utiliser son attaque secondaire ou les items crash, non ça suffira pas. On se fera rosser si on ne connaît pas un minimum comment il interagit avec vous. Alors, là nous en sommes donc au stage 4, hein, si je dis pas de bêtises. Alors vous allez voir. Là je pourrais prendre l'item qui est là-haut, mais je vais garder globalement. Bon. C'est moins patent que dans Super Castlevania 4 où je trouve que le boomerang éclate tous les autres armes secondaires. Là, je dirais que toutes les armes sont intéressantes, mais globalement, le boomerang est encore la meilleure arme. C'est pas la plus puissante par contre. C'est pas la plus puissante. La hache par exemple est plus puissante que le boomerang. Et là vous allez voir, je vais utiliser l'item crash pour abréger ses souffrances. Ouais. Et vous voyez, là je vous parlais d'espèce d'attaque finale juste avant de mourir, bah c'est un bon exemple. Maintenant on va passer au stage 5 qui est probablement, peut-être pas mon préféré, mais l'un de mes préférés, peut-être mon deuxième préféré. Après, non, c'est mon préféré, je pense que c'est mon préféré. Il n'est pas facile, là, la difficulté monte d'un cran. J'aime beaucoup la musique aussi. Et l'ambiance, je trouve, dénote un petit peu avec ce qu'on a l'habitude de voir dans les Castlevania, donc, mais sans que ce soit décalé, vous voyez. Donc là, il faut faire très attention dans cette séquence-là, on peut facilement tomber dans le vide. Moi, je vous conseille d'abord de vous débarrasser des espèces de crânes volants. Parce que c'est d'abord eux qui vont vous poser problème. Et une fois que vous en avez débarrassé, vous êtes débarrassé, vous pouvez vous occuper de l'ennemi rouge. Voilà, juste en bas. Voilà, donc prenez votre temps. De toute façon, je sais pas si je l'ai dit, hein, le jeu n'est pas timé. Hein. Ça aussi, c'est une nouveauté. Le jeu n'est pas timé, donc vous avez vraiment tout le temps que vous voulez. Et regardez-moi ces graphismes. Cette finesse, ce niveau de détail, c'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Nous sommes sur PC Engine, hein, je vous rappelle. Alors ça nous amène au level design. Mais avant d'en parler, je pense qu'il est nécessaire de définir les objectifs du jeu, en tout cas de les rappeler. Donc le premier, sans surprise, c'est tuer Dracula, comme dans les précédents Castlevania, c'est pas une surprise, c'est plus classique. La nouveauté ici, c'est la présence d'une intrigue parallèle, dont il va découler des objectifs propres. Alors il s'agit de sauver tous les prisonniers du château, dont certains sont cachés dans les niveaux alternatifs. Donc ça veut dire que dans les faits, vous avez 7 niveaux qui chacun vont déboucher sur une sortie normale et une sortie secrète,
qui vous amène à un autre niveau. Alors, vous l'avez peut-être vu, mais alors, généralement, ça va être débloqué soit à l'aide d'une clé en déclenchant un mécanisme. Et, bon, sans aucun doute, c'est l'élément le plus distinctif de cet épisode. Alors, même si ça rappelle un petit peu Castlevania 3, c'est vrai, mais cette fois, on va dire que c'est mieux intégré, c'est plus organique, c'est plus subtil en fait. C'est pas des embranchements à la fin des stages, non, c'est vraiment au sein des niveaux. Cela dit, et c'est pas du tout pour critiquer, regardez-moi les graphismes à droite là. Regardez-moi le niveau de détail avec l'eau, les bulles, enfin bref, c'est magnifique. Donc je disais, si on retire les embranchements et tout ça, bah, c'est vrai que le level design finalement est assez classique, mais c'est pas un défaut, c'est du Castlevania, c'est du très bon Castlevania, solide, dans la lignée du premier et du troisième épisode, peut-être c'est vrai sans l'inventivité du 4. De ce point de vue-là, Super Castlevania 4 était plus original, il y avait toujours, on va dire, un gimmick, une mécanique, que ce soit exploité par le mode 7 ou pas, qui était inédite. Là, c'est vrai que c'est... Bon, globalement, c'est classique. C'est un passage que j'aime pas beaucoup. D'ailleurs, vous voyez, j'ai perdu pas mal de vie. Surtout qu'on est juste avant le combat de la mort. On va combattre la mort. La mort. Mais heureusement, je vais récupérer un poulet juste avant. C'est l'un des combats les plus difficiles, je dirais. Ouais, peut-être le troisième plus difficile, donc on verra. C'est pas évident, il y a une technique qui marche assez bien, mais il faut absolument le boomerang. Voilà, si vous n'avez pas le boomerang, c'est plus compliqué. Là, en l'occurrence, j'ai pas perdu de vie encore. Donc j'ai énormément de cœur, vous voyez, et j'ai le boomerang à fond. Donc quand je dis à fond, c'est que je peux lancer 2 boomerangs. Donc ça va être très utile. Donc je vais me placer là, vous voyez là, hop. Je vais attendre qu'il apparaisse. Et je vais sauter tout en lançant les boomerangs 2 par 2. Voilà, je vais faire comme ça. Surtout en cadence. Il faut pas aller trop vite. Bon là, je vais quand même me faire toucher, mais ça va quand même marcher, vous allez voir. Voilà, je mets comme ça. Et là, il s'en prend plein la tronche, le pauvre. Bon, ça, c'est sa première forme. Parce qu'ensuite, il va changer de pattern, vous allez voir. Très rapidement. Voilà, donc là c'est bon. On passe à la suite. Là c'est plus compliqué. Il va vous lancer des crânes. C'est très aléatoire dans les trajectoires, donc ne comptez pas sur le par cœur. Troisième phase. Pas évidente non plus. Et là je vais utiliser l'item crash. Je vais pas m'emmerder. De toute façon, j'ai ce qu'il faut au niveau cœur. Voilà. Je me demande si je vais pas utiliser 2 fois d'ailleurs. Parce que j'étais... Voilà, parce que le problème c'est qu'il m'a touché. D'ailleurs, s'il vous touche, il peut potentiellement vous faire tomber. Hein. Donc là, j'ai pas pris de risque, vous voyez. Du coup, j'ai pas mal utilisé le cœur, malheureusement. Mais je pense que j'ai bien fait parce que ça démarrait mal. Donc, oui, je voulais parler du level design. Le jeu est moins linéaire que Super Castlevania 4. Cela dit, en ligne droite, il n'est pas spécialement long. Rondo of Blood n'est pas spécialement long. Il faut compter, allez, 50 minutes, cinématiques comprises, pour le finir. C'est moins que Super Castlevania 4, hein, je le rappelle. Mais, en termes de contenu, je pense que c'est équivalent. La différence, c'est que le contenu n'est pas agencé de la même façon. Dans l'un, ça va être dispersé sous forme de niveaux alternatifs, et dans l'autre, ça va être linéaire. Voilà. Là, on a encore... On a une petite cutscene, enfin une petite qui est assez longue d'ailleurs. On voit Annette s'entretenir avec le comte Dracula. Alors Dracula va lui dire: ah, qu'est-ce que tu es belle, je vais sucer ton sang. Et l'autre lui dit: ah, j'appartiens à Richter. Enfin, bref, c'est pas très intéressant honnêtement, mais faut se replacer dans le contexte. Si je devais être critique, je dirais que le truc qui a le plus mal vieilli, et à mon avis c'est le seul, sont les cinématiques. Enfin, ça reste sympa, attention. Hein. Mais je trouve que souvent elles font sortir du jeu en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ne serait-ce que d'un point de vue
du character design, ouais, ça fait trop animé, ça fait trop dessin animé pour moi. Mais c'est très personnel, vous serez peut-être pas d'accord. Voilà. Donc c'est dommage, on peut pas les passer, j'ai déjà dit, mais bon, c'est pas grave. Donc, potentiel de rejouabilité assez important dans Shadow of Blood. Même si j'ai envie de dire, pour moi, la rejouabilité se base d'abord sur le plaisir que l'on en tire, le plaisir qu'il procure. Et là, bon, je vais pas conclure tout de suite, mais c'est un jeu agréable à jouer. Et c'est en ce sens que c'est la meilleure preuve pour moi que le gameplay n'a pas vieilli, que le gameplay n'est pas trop rigide, n'est pas trop punitif, c'est que il est pas trop difficile, la difficulté est bien dosée, c'est relativement souple et c'est agréable. Voilà. J'ai envie de chialer maintenant, tiens, j'ai envie de chialer. Alors attention, séquence où je vais m'en prendre plein la gueule. Donc là, ça commence à se corser, vous allez le voir. D'ailleurs, je vais commencer par de dévi. Non, c'est pas encore là, pardon. Alors là, c'est intéressant, c'est un boss rush. Alors je suis pas spécialement fan des boss rush de manière générale, mais celui-là, j'aime beaucoup. Pour deux raisons. Déjà, je l'ai dit, je vais le répéter, les patterns sont hyper intéressants. Ils sont recherchés, tout ce que vous voulez. De deux, magnifique clin d'œil. Magnifique clin d'œil à Castlevania 1. Puisque, lors de ce boss rush, vous allez tout simplement affronter les 4 premiers boss de Castlevania 1 sur NES, les amis. Superbe hommage. On commence par la chauve-souris géante. Excusez-moi. La chauve-souris géante qui fait la toupie. Ah, elle joue la toupie, la petite chauve-souris. Elle aime bien faire elle fait la toupie. Donc plus sérieusement, il va falloir conserver un maximum de points de vie parce que c'est long. Mine de rien, ça va durer un certain temps et c'est pas toujours facile. Donc premier est une formalité. Ensuite, souvenez-vous qui affrontait-on la Gorgogne dans le stage 3, si je dis pas de conneries. Non, 2, pardon. Dans le stage 2. Donc là, je vous cache pas que avec le boomerang, ça facilite les choses. Là, vous n'avez pas eu le temps de voir parce que je l'ai fumé, mais elle a vraiment beaucoup de patterns différents. Ensuite, nous avons la momie. La momie. Voilà. Là aussi, il va falloir être prudent. Là, je vais utiliser l'attaque spéciale pour me débarrasser de ces bandelettes là. Mais globalement, je m'en suis bien sorti. Là, honnêtement, j'ai été content. J'ai très bien joué. Alors, je me lance des fleurs. Voilà. Donc là, je l'ai fumé. Il va me donner un petit poulet bien pratique. Et maintenant, on va affronter le monstre du docteur Frankenstein. Alors celui-là, j'aime autant vous dire, j'ai mis un peu de temps à comprendre ses patterns. Hop. Hop. Là, je crois qu'il va me toucher plusieurs fois par contre. J'ai un petit peu merdé avec lui. C'est dommage. Voilà, donc je me suis fait toucher 2 fois. Si c'était plus, je sais plus. Non, même 3 fois. Donc j'ai vraiment merdé avec lui, mais heureusement, je m'en suis bien sorti à la fin. En plus là, il vous donne rien. Hein. Il vous donne pas de poulet, ni rien. Donc le gardien, moi je l'appelle le gardien, je sais pas comment il s'appelle. Là, je vais utiliser, je crois, 2 attaques spéciales. Je vais pas prendre de risque. Il y a un petit temps de chargement là, qui est un petit peu long. Et quelle classe! Vous voyez, c'est pour ça que je parlais de charisme chez les boss. Ils ont une prestance, vous voyez. Alors attention. Là, c'est du sérieux. Je vais me faire... Non, je ne suis pas fait toucher encore. Là, il va lancer des éclairs. J'en ai profité pour balancer un Atom Crash. Hop, là, il faut l'esquiver. Voilà. Donc, il va faire ça. Il a 3 attaques principales. Là, je me fais avoir bêtement. Du coup, j'ai relancé un Atom Crash parce que je commençais à me chier dessus. Je commençais à flipper, là.
Il reste très peu de points de vie. Même un troisième, vous voyez. Jamais j'avais utilisé autant d'Item Crash dans le jeu. Voilà, donc c'était vraiment très juste. Mais je l'ai eu. Voilà, donc superbe boss rush, vraiment. Boss rush. Voilà les amis, et on aborde l'avant-dernier stage. Enfin, même le dernier en quelque sorte, parce que après c'est le combat contre Dracula. Alors le stage suivant n'est pas facile, vous vous en doutez. Il rappelle un petit peu le stage final, plutôt l'avant-dernier stage de Castlevania 1 sur la tour de l'horloge. Et il y a notamment ce passage sur le pont, alors là c'est une galère. Honnêtement, j'ai pas assez étudié cette séquence, donc là je vais m'en prendre plein la gueule. Et je vais quand même réussir à la passer, mais ce fut laborieux les amis, vraiment laborieux. Voilà, là je m'y prends très mal. C'est là, je vous parlais de la possibilité de marcher à reculons. Et ben là je l'exploite pas, et c'est aussi parce que je sais pas l'exploiter correctement. Donc c'est un peu par dépit finalement que je fais ce que je fais là. C'est pas top encore, vous voyez. Surtout qu'en plus j'ai utilisé énormément de cœur lors de mon précédent combat. Du coup il m'en restait plus beaucoup. Donc j'étais un petit peu à poil. Voilà, bon. Donc c'est pas propre du tout, mais j'ai réussi à le passer. Voilà, donc là on va passer à cette séquence où là je vais galérer aussi. Le problème c'est que vous avez des espèces de fantômes qui apparaissent au travers de l'eau et qui vont vous mettre des bâtons dans les roues en quelque sorte. Et là j'étais un petit peu perdu. Et surtout je flippais, je voulais pas perdre de vie. Parce qu'à l'origine je voulais faire un One Life. Voilà, je vous dévoile les coulisses de ce let's play. Mais malheureusement j'ai pas réussi à le faire. Bon, j'ai quand même conservé la run parce que j'allais pas non plus recommencer 5 fois. Ça m'a saoulé. Bon, j'essaierai de faire un One Life pour ma chaîne secondaire. Un petit peu plus tard, je suis motivé. Et honnêtement c'est faisable. Hein. C'est largement faisable. Mais bon, bref. Donc là, vous voyez, je vais galérer, je vais descendre, monter, j'arrive même pas à prendre. Je me chie dessus, en fait, si vous voulez. Je me chie dessus. Voilà, donc là, est-ce que je vais réussir à récupérer? Non, je vais pas réussir à récupérer le petit cœur. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Vous voyez qu'il y a un mécanisme en haut à droite. Mais en fait, il faut frapper dessus à l'aide du fouet pour ouvrir la porte. Et ça va me permettre de récupérer une clé pour délivrer Annette. Ma chère et tendre Annette. Ma petite boulette. Ma petite Annette. C'est laborieux, mais je vais y arriver, vous inquiétez pas. Là, je vais réactiver encore un PNJ en bas, comme un abruti. Voilà. Donc là, attention, ça c'est dangereux, il faut vite tuer l'oiseau parce que sinon il vous fout droit à l'aide d'une attaque. Là j'essaie de voir s'il y avait un poulet. Non, il n'y avait pas de poulet. Là je vous cache pas que j'étais pas rassuré parce que ce passage là sans arme secondaire est pas du tout évident. Mais vraiment pas du tout évident. Là je suis même revenu en arrière pour voir si je pouvais récupérer des cœurs. Évidemment ça ne marche pas comme ça dans Castlevania. Voilà, donc là je m'en suis plutôt bien sorti. J'ai eu de la chance honnêtement. Hop, je l'ai eu. Il y en a un autre. Et je l'ai aussi. Miracle, parce qu'honnêtement, je me fais souvent toucher là. Là, je vais récupérer un poulet maladroitement, mais je vais réussir quand même. Je vais me faire toucher, je crois, avant. Voilà. Et là, séquence... petite cutscene, du coup. Voilà. Je délivre. Donc c'est le deuxième personnage que je délivre. Ça veut dire qu'il y en a encore deux que j'ai pas délivrés, mais qui n'étaient pas visibles dans le chemin principal. Hein. Donc il faudra aller dans les stages alternatifs et donc rejouer le jeu. Vous l'avez compris, je pense. Alors séquence émotion. Ça pareil, vous voyez, on n'avait pas l'habitude de voir ça dans les Castlevania. On n'avait pas l'habitude d'avoir de la romance dans les Castlevania. Et est-ce qu'on veut de la romance dans les Castlevania? Je ne sais pas. Peu importe.
D'aucuns diront que c'est niais, d'autres diront que ça apporte de la profondeur au personnage. Bon, chacun jugera. Mais je le répète qu'à l'époque, ça en mettait plein le vue. Et j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on voulait voir dans un jeu CD-ROM. Dans un jeu CD-ROM, on voulait voir ce genre de choses. On voulait évidemment de la qualité CD, des musiques qualité CD, mais on voulait aussi avoir des voix digites, on voulait avoir des cinématiques. Et là, j'ai littéralement envie de chialer. Moi, je vous le dis. Chialer quand j'entends ça. Oh la pauvre. Oh mon Dieu. Oh, j'espère qu'il va la sauver. J'espère qu'il va nous sauver. C'est vrai qu'il va mort. Bon, allez, sérieusement. Surtout que je rigole, mais attention, hein, je vais rapidement perdre une vie. Et oui. C'est un peu plus tard. Alors, pourquoi j'ai perdu une vie d'ailleurs? C'est intéressant ça, et ça montre tout l'intérêt des passages alternatifs. Excusez-moi, parce que j'ai la voix qui est enrouée, c'est insupportable à écouter. J'ai envie de me frapper là. Et en plus, je tousse comme une grosse merde. Ah, c'est pas vrai tout ça. Alors, là, pareil, séquence pas évidente du tout, je trouve. Là, j'étais pas serein ici. Je fanfaronnais pas, les mecs. Je vous cache pas que je fanfaronnais pas du tout là. Voilà. Donc, bon, après, je m'en suis quand même sorti. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, je vais me tromper de chemin. Je vais prendre le chemin, mais dans le mauvais ordre. Donc là, j'essaie de trouver désespérément des escalopes et autres poulets. Mais il n'y a que dalle. Alors, ouais. Donc là, il y a des espèces de gardes en armure. Donc, en fait, là, je passe à gauche. Mais en fait, il fallait pas passer à gauche. Il fallait passer en bas. Il fallait descendre. Mais j'avais complètement oublié. Donc, je vais me faire baiser. Pour dire les choses crûment, je me suis fait baiser. Alors, regardez. La façon dont l'ennemi meurt, ça me fait marrer. En fait, on a l'impression que quelqu'un a pété devant lui. Oh, ça pue! Excusez-moi, c'est pas drôle du tout. Donc, bref. Là, ce qui se passe, je suis bloqué, en fait. Donc, je vais utiliser ma attaque spéciale, mais ça n'a aucune incidence. Je suis littéralement bloqué. Il y a trop d'ennemis en bas. Donc, perdage de vie. Il n'y a rien à faire. Ah oui, j'ai beau tourner ça dans tous les sens, il n'y a rien à faire. C'est foutu. Voilà. Dommage. Dommage. Donc on vient légèrement en arrière, fort heureusement. Et là, du coup, je vais descendre d'abord. Et c'est là qu'il fallait aller. Il fallait procéder par étapes. Voilà. Surtout que c'est pas des ennemis compliqués, honnêtement. Pour le coup, ils sont pas très intéressants, ceux-là. Il suffit de les frapper une fois, deux fois, hop, et on recule. Voilà, ça n'a aucun intérêt, ça, par contre. Ces ennemis sont aussi majestueux que cons comme des balais. Ah oui, je vous ai pas parlé de Maria Renard. Elle devient un personnage jouable une fois le jeu fini. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors, elle est plus agile que Richter, il faut le savoir. Elle est plus puissante aussi parce que son attaque de colombe, elle va agir comme un boomerang. Donc il peut toucher 2 fois les ennemis, mais elle est moins résistante. Et ses armes secondaires sont différentes de celles de Richter. Vous avez même un chaton, un bébé phénix, une tortue. Bref, on est dans le délire complet. Bon, en tout cas, cela dit, sur le papier, sa présence est une bonne idée, parce que ça apporte du contenu et un peu de légèreté au jeu, même si pour ma part, je l'ai dit, bon, je la prends jamais, parce que elle est trop en décalage avec l'image que je me fais des Castlevania. Mais, c'est personnel. Mine de rien, on est plus loin de la fin, les amis. Hein. On est plus loin de la fin. Hein. Vous voyez, j'aime bien ce niveau de détail, là, la cheminée qui brûle, le feu qui crépite, les miroirs. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est le genre d'ambiance qu'on va retrouver dans Symphony of the Night.
On a vraiment le sentiment en fait de visiter le château de Dracula et qu'il est habité. Allez. Ces combats n'ont aucun sens, hein, moi je vous le dis. Ok, c'est quand il veut. Donc le combat suivant est pas mal du tout. C'est l'avant-dernier, avant Dracula. Et heureusement j'ai pas mal de cœur, ça va me sauver la vie. Ça c'est un grand classique de Castlevania. Hein. Du classique mais efficace. Okay, là je vais tomber, vous voyez, je reviens en arrière, c'est pas très grave. Bon, je perds un petit peu de temps comme ça. Mais là vous voyez on doit être à... Ouais, on n'est même pas à 50 minutes de jeu, hein, vous voyez. Donc ça va quand même assez vite, mine de rien. Alors, on va passer par là, on va monter l'escalier. Ah là, qu'est-ce que j'étais nul! C'est là qu'on voit que les contrôles sont quand même plus souples que ceux de Castlevania 1, 2 et 3. Hein. Vous voyez, c'est typiquement le genre de séquence qui pouvait être pénible dans les premiers jeux sur NES. Et là, ça passe très très bien. Allez, ce boss-là, je pense que je vais utiliser également pas mal de item crash de mémoire. Là, on va se faire le plein d'énergie et d'items et de cœur. Vous voyez qu'on peut débloquer des items en fonction de l'arme secondaire. Enfin, donc là, je vais remonter parce que j'ai oublié. Bon, ça m'intéresse pas. La montre ne sert toujours à rien. Franchement, hein, c'est vraiment pas une arme intéressante, je trouve. Surtout qu'elle arrête pas, évidemment, elle arrête pas le temps dans des combats de boss, donc ça n'a pas grande utilité. Donc là, il va prendre plusieurs formes. Enfin, c'est pas qu'il va prendre plusieurs formes, il va invoquer différents monstres. Ah, il va invoquer un dragon d'abord. Voilà. Des chauves-souris, vous l'avez vu. Et une sorte de minotaure qui va sortir du sol. Donc là, je vais utiliser l'item crash. Je vais quand même me faire toucher comme un abruti. Mais ça va bien se passer. Globalement, ça va bien se passer. Voilà. C'est vrai qu'on est bien content d'avoir les furies. Vous voyez, je parlais du minotaure là, qui sort du sol. Et c'est fini. Voilà. Donc c'est toujours pareil. Si vous avez énormément de cœur, comme là j'en avais, c'est pas trop dur. Par contre, si vous avez peu de cœur et si vous n'utilisez pas les items crash, bah là c'est une autre paire de manches. Hein. Ça va devenir plus compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Parce que là on s'approche de la fin. Eh bien, les amis, je dirais qu'après y avoir joué sérieusement, eh bien, je comprends totalement l'aura particulière de cet épisode. Je comprends totalement pourquoi cet épisode est un épisode à part, pourquoi il est si choyé par certains. Même si, je vais être honnête, je pense toujours que sa rareté, son côté exclusif, son côté jeu pour initier, qui est pas toujours étranger à une forme de snobisme, hein, soyons clairs, à mon avis, il faut pas totalement l'évacuer pour expliquer son aura. Mais, abstraction faite de tout ça, Hand of Blood est un épisode exceptionnel au point sens du terme. Différent des précédents, différent des suivants. C'est clairement un jeu qui transpire l'amour du travail bien fait, l'implication des développeurs et même le dévouement. Je dirais que c'est un jeu qui possède pas de défauts notables en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, ça peut en énerver certains de voir qu'il y a autant de gens qui se branlaient dessus simplement parce que le commun des mortels n'y avait pas accès. Mais ça doit pas oblitérer l'essentiel, c'est-à-dire que c'est un super jeu, vraiment. Donc combat final,
je vais littéralement faire de la merde en fait, hein, donc je vais perdre... je vais perdre 3 fois. Et c'est un grand classique, vous le savez, avec les let's play comme ça. Super Castlevania 4 aussi, j'avais globalement bien joué, sauf contre Dracula, et là c'est pareil. Et pourtant, Dieu sait à quel point il n'est pas difficile. Franchement, il est même, je trouve même plus facile, ouais. Il est même plus facile que celui de Super Castlevania 4, c'est dire. Honnêtement, avec un bon timing, on peut carrément cancel en fait ces flammes. Mais j'ai littéralement fait de la merde, soyons clairs. Je crois que je suis mort de... Attends, je sais plus. Non, je suis mort 2 fois. Je suis mort 2 fois, je crois. Donc je vais encore mourir une fois, je crois. Bon. Donc je dirais que... paradoxalement, c'est Dracula le boss le moins intéressant. Hein. Enfin, vraiment. Je trouve que c'est lui qui a les patterns les moins travaillés. C'est assez rigolo quand même. Voilà. Donc c'est pas compliqué en fait, il faut juste sauter au bon moment, frapper sa tête au bon moment, et en fait quand vous allez retomber avec le fouet, ça va annuler ses tirs. Sauf qu'il faut tirer au bon moment, et ce que je ne suis pas capable de faire là depuis 5-10 minutes. Ça. Ah, et juste une petite alternative dans ces coups, c'est ces espèces de bouboules là. Voilà. Donc je suis littéralement chié dessus. Et je crois là, cette fois-ci c'est bon, je crois. Ça va le faire. Donc, limite, les armes secondaires ne servent à rien. Alors, oui, c'est vrai que j'aurais pu utiliser l'item crush. C'est vrai que j'utilise pas l'item crash, c'est vrai. Mais c'est tellement honteux, en fait, d'utiliser l'item crash pour ce boss. C'est une honte. Voilà. Voilà, ça devrait bien se passer là. Alors, vous le savez... Il va se transformer, il va prendre une forme... il y a une forme secondaire qui est impressionnante, qui rappelle Castlevania 1. Je me souviens encore la première fois que j'avais vu Dracula se transformer en monstre quand on était gamin, mais c'était vraiment impressionnant. Là ça faisait peur, là tout simplement ça faisait peur. C'est un très beau clin d'œil. C'est vraiment, pour moi je voulais dire, c'est un épisode qui fait la jonction entre les anciens et les nouveaux. Et vous savez à quel point j'ai de l'affection, pour ne pas dire de l'amour, pour les premiers Castlevania. Et celui-là, là c'est un petit peu le Castlevania qui est entre les deux mondes. Voilà, voilà. Donc là il va changer de forme. Les patterns sont complètement bidons, hein, soyons clairs. Vous allez voir, on va dire fouet, fouet, il va sauter, fouet, fouet, il va sauter, fouet, fouet, on passe de l'autre côté, il va cracher ses bouboules, allez crache ta vapeur Bennett, il va sauter, fouet, fouet, bref, vous avez compris l'histoire. Il y a juste une petite alternative, à un moment donné, il va cracher autre chose, mais bon, il faudra juste se baisser en fait. Et c'est là. Attention, là il va lancer son attaque et c'est fini. Voilà les amis. Donc, Rondo of Blood, c'est génial. Vous le saviez déjà, mais je le répète. C'est un... Bah pour moi, c'est un... Voilà, je l'ai dit, c'est un jeu qui s'inscrit dans une époque très particulière, celle des jeux 2D sortis sur CD-ROM. C'est des jeux qui devaient en mettre plein la vue en exploitant les fonctionnalités du support, mais pas uniquement. Ils reposent sur des bases solides, celles des anciens Castlevania, tout en les modernisant. Voilà, cinématique finale. On va avoir droit à un dialogue pompeux,
En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Juste un petit mot pour finir sur Vampire's Kiss, sorti sur Super Famicom. Il est sorti 2 ans après Rondo of Blood, en 95. Alors bien, c'est vrai que l'intrigue est plus ou moins similaire à celle de Rondo of Blood. Il reprend d'ailleurs quelques assets graphiques. C'est quand même un épisode très différent de Rondo of Blood. Il ne faut pas du tout les mélanger, il faut pas les comparer à la limite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un défaut, c'est un travers qu'ont trop souvent les joueurs, c'est de les comparer. Pour moi, ils sont trop différents pour être mis sur le même plan. On va perdre Maria, bon, pour moi c'est pas une grosse perte. On va toujours incarner Richter. Et évidemment toutes les cinématiques et tout ça. Mais il a aussi des qualités, on y reviendra. Je vous propose d'en reparler plus profondément dans une prochaine vidéo. Voilà les amis. N'hésitez pas à lâcher des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire. Et on se quitte sur cette image iconique de la série, avec le château qui s'écroule. Allez, bonne nuit à tous.